Donc d'abord, merci beaucoup à l'ensemble des participants pour votre patience, parce qu'effectivement, on a un peu plus que dépassé l'horaire. Donc j'espère que ça met personne en trop grande difficulté pour regagner vos foyers ou vos lieux vos lieux de résidence respectifs. Un grand merci également à l'équipe d'interprétation. Je pense que ça n'a pas forcément peut-être été toujours simple et j'espère qu'on a été relativement audible pour vous permettre un travail dans de bonnes conditions. Merci également à l'équipe d'organisation, parce qu'effectivement, un événement scientifique de ce type-là, c'est beaucoup d'organisation en mode caché, pas forcément, voilà, de préparation, d'anticipation. Donc, un grand merci à eux. Et donc, également, merci aux intervenants pour la préparation des talks et des interventions, même si on a été amené à en bousculer un certain nombre pour rester dans un timing. Moi, ce que je retiens quand même beaucoup, c'est cette envie et ce besoin d'échanger. Peut-être une petite complexité, c'est que entre les échanges qui sont d'ordre scientifique, parce qu'on parle d'une publication, des échanges qui s'en détachent un peu parce qu'on commence à rentrer dans les problématiques d'expertise, voire même au-delà de prise en compte des risques, c'est pas simple de trouver la même bande passante pour échanger. Mais voilà, donc je pense que c'est quand même un des paris de cette journée scientifique. Et on sera à l'écoute aussi si vous avez des suggestions à nous faire sur la manière d'améliorer ça. Et donc encore merci à nos participants, aussi bien ici en salle qu'à distance, qui étaient très nombreux. Peut-être quelques mots de fin pour Eric. Merci Mathieu. Donc moi je suis un petit peu l'observateur naïf. Tiens, je vais me mettre là, je serai mieux pour parler. Je suis un petit peu l'observateur naïf, c'est-à-dire que la question des radiofréquences, c'est pas ma spécialité. Donc je connais quand même bien l'évaluation des risques. Alors alors d'abord j'ai beaucoup aimé cette journée. C'est très très enrichissant, aussi bien les interventions qui étaient pertinentes que et les chercheurs à qui on a dit voilà, vous avez 10 minutes pour présenter des résultats, ce qui est pratiquement impossible, et les questions, enfin vraiment le dialogue qui s'est instauré avec les chercheurs, je pense que c'est vraiment quelque chose de très fructueux. Il faut vraiment qu'on continue ce genre de choses. Alors qu'est-ce que j'en retiens? D'abord, c'est toujours très difficile de faire l'évaluation des risques sanitaires d'une nouvelle technologie. Et par définition, on ne peut pas faire d'épidémiologie puisqu'il n'y a pas encore de cas. Si tant est qu'il doit y en avoir, il n'y en a pas. De toute façon, il ne peut pas y en avoir. Ça a été dit, mais je le confirme parce que je l'ai constaté à plein de reprises. L'anticipation sur les risques, c'est pas quelque chose qui est dans la culture des innovateurs. À chaque fois que j'ai pu en discuter avec des gens, encore récemment, sur les gens qui développent des éoliennes en mer, oui, on va d'abord mettre au point la techno, puis on traitera les problèmes de risque après. Et ben effectivement, déjà, on perd du temps. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas être en avance, parce que de toute façon, ça ne marche pas encore, mais c'est pas intelligent de perdre 5 à 10 ans sous prétexte qu'il vaut mieux attendre. Hein, donc, effectivement, on arrive au paradoxe que les innovations sont diffusées à grande échelle avant même que la population s'inquiète. Et on arrive à des crises. On ferait mieux de quand même anticiper autant que c'est possible. Alors, concernant la téléphonie mobile, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur un sujet facile, parce qu'on cherche vraiment de manière très approfondie, puis manifestement, on ne trouve pas grand-chose. Bon, ben voilà, on cherche, on ne trouve pas grand-chose. C'est pas facile pour les chercheurs. Hein, si vous voulez faire un papier dans Nature qui vous propulsera vers les médailles, vous avez intérêt à trouver quelque chose quand même. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc bravo à ceux qui se lancent là-dedans. Ils ont un certain sens du bien commun que je souhaite souligner. Et on voit bien qu'il faut parfois convoquer des statistiques assez complexes. Hein. Le Monte Carlo et le bayésien, c'est pas sur toutes les tables, quoi. C'est pas dans tous les logiciels. Pour essayer d'y voir clair. Ce qui saute aux yeux aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données fiables sur l'exposition. Déjà même savoir à quoi on est exposé, c'est pas simple. Et puis tout ça intervient dans un contexte où il y a énormément d'autres nuisances qui viennent perturber. Hein. Ça fait une trentaine d'années que je me préoccupe de questions de qualité de l'air. Là, on les a, les morts. Là, on a des effets énormes. Hein.
Et on est toujours en retard. Et c'est pas faute d'anticiper de la part de ceux qui s'en occupent. L'OMS vient de mettre à jour ses lignes directrices sur la qualité de l'air il y a 20 ans d'avance par rapport à ce que les pouvoirs publics sont capables d'imposer. Et alors maintenant, on se retrouve avec des systèmes, des impossibilités politiques, faire des zones à faible émission pour dire aux gens, jusqu'ici, on vous a poussé à acheter des gros diesels, et maintenant, vous allez les laisser au garage. C'est incompréhensible. Or, tout ça a été connu. Tout ça a été connu à l'avance. Et je ne parle pas des perturbateurs endocriniens, des pesticides. Le plan Ecophyto, il y a 15 ans, divisé par 2 la quantité de pesticides. Elle a augmenté en France. Donc, en fait, on a en même temps les addictions, les inégalités qui augmentent, énormément de choses. Et donc, comment s'y retrouver là-dedans ? Donc, pour trouver le bon rapport signal sur bruit de ce qui se passe avec les radiofréquences, c'est quasiment mission impossible. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, les pouvoirs publics ne prennent pas les décisions qu'il faut au bon moment, pour plein de raisons, y compris des mécanismes de la démocratie qui sont pas, c'est probablement le meilleur système à l'exclusion de tous les autres, mais c'est pas parfait, puisqu'on n'arrive pas à avoir des décisions politiques qui vont dans le sens du bien commun, même quand on sait. Alors, vous vous rendez compte quand on ne sait pas. Alors, quelle solution ? Quelle solution ? Plus de recherche, ça a été dit, et je crois vraiment que il faut saluer l'existence du programme. Sachez que ce n'est pas si évident de maintenir de la recherche en appui aux politiques publiques dans un monde de la science qui est tourné quand même plus vers l'innovation. Plus d'anticipation. Donc je l'ai dit sur les technologies. Alors plus d'anticipation, quand on ne sait pas, c'est aussi de se poser la question de quel possible. Que se passerait-il si Et quand la conférence de citoyens sur les OGM avait dit des choses assez intelligentes qui n'ont pas été assez relevées. Les gens avaient dit finalement, les gens qu'on considérait comme irrationnels parce qu'ils posaient les questions, et finalement les risques, ils ne nous inquiètent pas beaucoup, mais où sont les bénéfices pour nous ? Alors est-ce qu'il faut vraiment développer ces innovations s'il n'y a pas de bénéfice sociétal ? Ça, c'est des vraies questions. Quand on ne sait pas s'il y a un risque et qu'il n'y a pas de bénéfice, ce n'est pas la peine de développer, de favoriser les innovations. Par contre, quand il y a un bénéfice, et il y en a très très certainement à la téléphonie mobile, il faut peut-être y aller. Mais est-ce que la 5G, c'est probablement une bonne chose pour un certain nombre d'améliorations, mais est-ce qu'elle doit être développée tous azimuts ? Est-ce que les voitures doivent toutes être connectées en même temps, alors qu'on est en train de se dire qu'il faut qu'on soit tous en transport en commun ? Il faut qu'on ait des capacités d'anticipation et de prospective qui soient dans la société, qui posent la question de quel avenir on veut. Et dans notre futur souhaité, quelle est la place d'une technologie pour laquelle on a quand même éventuellement quelques doutes sans avoir de certitude ? C'est des vraies questions et il faudrait qu'on les traite. Plus de concertation. Quand on discute avec des citoyens qui se posent des questions, il y a des idées nouvelles qui émergent. Et les chercheurs eux-mêmes se disent « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça ». Et ça, moi, le dialogue qu'on vient d'avoir, on en a eu plein dans la journée, mais le dialogue entre Priartem et l'OMS, il est intéressant. Parce qu'il y a des questions qui sont posées, et ces questions ne sont pas stupides. Alors après, il faut les transformer en projets de recherche. Et alors, il se trouve que, en tant que retraité assez actif, je suis aussi président d'une association qui s'appelle l'Alliance Sciences-Société, qui cherche à développer l'accès à la recherche du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire, de ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche. Entre parenthèses, ça représente 15% du PIB en France. Pour que ces gens-là accèdent à la recherche, que les idées qu'ils ont, que les besoins de connaissances qu'ils ont, ils puissent les concrétiser sous forme de projets de recherche. Pourquoi pas avoir des thésards dans des assos, en lien avec le monde académique. Il ne s'agit pas de faire à la place du monde académique, mais de faire avec pour développer des recherches sur les sujets qui peuvent rester orphelins parce que les chercheurs ne peuvent pas penser à tout. Et puis la concertation, ça sert à faire connaître les résultats. Ce colloque le montre. Ça sert à créer de la confiance par le dialogue. Regardez, sur Internet, si vous allez voir de temps en temps des réponses dans des journaux quand les gens s'expriment, très très vite c'est l'invective. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas en face. Quand on est en face et qu'on dialogue, on se respecte. On n'est pas forcément d'accord, mais on comprend qu'on a le droit de se parler même quand on n'est pas d'accord. Quand on n'a pas les gens en face, on balance n'importe quoi pour se faire plaisir. Donc, déjà, le dialogue, c'est une manière de se respecter, de créer de la confiance.
c'est une question de bien commun. Ça crée du bien commun. Je vois pas beaucoup d'effets des radiofréquences qui sortent comme ça du tableau en disant là, il faut faire quelque chose. Sauf peut-être la question des enfants et des nouveau-nés. Savoir que des parents mettent un téléphone portable dans la couveuse pour que l'enfant écoute de la musique, c'est très bien de lui mettre de la musique. Je ne sais pas si ça a un effet ou pas, mais je sais que quand ma femme attendait mon fils, on chantait le Messie de Handel, tous les deux dans la même chorale. Et je peux vous dire que quand les timbales sonnaient, le gamin il bougeait. Bah, moi j'étais juste témoin, hein, je le ressentais pas. Bon, il se passe quelque chose. Donc je comprends. Mais ces gens-là sont pas. Faut les tenir au courant. Faut leur dire qu'il y a aussi des ondes qui sont émises et que, vu la fragilité du cerveau, il faudra peut-être quand même qu'on applique le principe de précaution. Peut-être qu'il se passe rien. C'est même probable qu'il se passe rien. Mais on peut appliquer le principe de précaution et trouver des solutions pour que les soignants soient joignables sans forcément avoir leur portable. Il me semble que on ne perdrait pas un bénéfice énorme en appliquant le principe de précaution sur des questions comme ça. Le dialogue aussi, c'est créer des sciences participatives. On l'a vu, hein. Puisqu'on n'arrive pas à connaître les expositions, essayons d'impliquer les citoyens dans la mesure de l'exposition et des effets, parce qu'ils vont pouvoir aussi dire ce qu'ils ressentent. Voilà, j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais je pense que vous avez peut-être envie d'aller boire un coup. Donc, juste un grand merci donc, à l'ANSES et au Centre international de recherche sur le cancer pour avoir rendu possible ce colloque. Vous êtes déplacés, avoir participé aux discussions sans tabou. Un grand merci aux chercheurs qui ont réussi à présenter en 10 minutes. Je disais une suggestion, commencez par les résultats. C'est pas comme ça que vous faites d'habitude. C'est pas comme ça que je faisais quand j'étais chercheur. Mais on se perd dans le matériel et méthode. Commencez par les résultats et puis ensuite dites, je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé parce que sinon vous allez me demander comment j'ai fait. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus vivant parce que souvent, il reste 1 minute. Ah ouais, il faut que je passe au résultat. C'est frustrant pour tout le monde, y compris pour vous parce que vous avez envie d'en parler de vos résultats. Voilà, donc un grand merci et merci aux associations d'être vigilantes, de s'impliquer et de poser des questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions.